inspire par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Une grande inspire, on gonfle le ventre. Et une grande expire. On prend quelques secondes à placer sa conscience dans ses pieds. Sentir la plante des pieds, dans ses chaussures, sur le sol. Sentir s'ils en ont marre ou pas, je ne sais pas. Et puis quand vous le souhaitez, ouvrez les yeux et on va commencer. Alors, aujourd'hui, on m'avait commandé que je parle aux parents, mais on m'a recommandé que je parle des HPI et des HPE et des HS, les hypersensibles, parce qu'apparemment c'était le bordel. Du coup, je vais essayer de faire ça top chrono, en 20 minutes, et faire les deux. Donc, grosso modo, et je comprends parce que c'est le gros bordel en fait. Depuis 5 ans, dans les réseaux sociaux, en plus on rajoute Asperger là-dedans, c'est un pur. Puis plus les autodiagnostics. Donc moi je suis psychologue développementaliste, je fais passer les tests d'efficience intellectuelle qui sont les seuls, d'accord, pour l'instant, qui permettent de mesurer l'efficience intellectuelle. Les tests qui sont faits par les coachs qu'on vend 400 € pour savoir si vous avez une personnalité HPI, donc, on revient là-dessus, c'est quoi HPI? Alors, dans les livres sur les HPI, vous allez lire plein de choses. Et quand on regarde, on coche tout. Sauf qu'il faut comprendre que beaucoup de livres qui ont été écrits sur les HPI ont été écrits par des psychologues, cliniciens, et qui ont pris leur cas, qui avaient dans leur cabinet, et se sont dit, hey, eux, c'est des HPI, ils cochent ça. Mais ceux qui viennent dans leur cabinet, c'est qu'ils ont un problème. Donc, eh bien, on se retrouve avec des critères d'HPI avec troubles associés, genre un bon trouble anxio-dépressif, un trouble de l'attention, une dysbidule. Et c'est un peu pour ça que quand on regarde les critères, eh bien, on met des grilles, genre de TDA à côté, on fait « Ah mais c'est marrant, c'est un peu pareil ». On fait schizophrénie, « Ah c'est marrant, c'est un peu pareil ». Asperger, oh, c'est rigolo, c'est un peu pareil. Donc, c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'on parle des professionnels. Alors maintenant, c'est pareil, on entend des grosses bêtises, genre « Ouais, quand on est HPI, on est obligatoirement hypersensible ». Non. Quand on est hypersensible, on est obligatoirement HPI. Non. Et quand on est HPI, on est obligatoirement hyper émotif. Non. Donc, on va faire le tri en 5 minutes top chrono, c'est un exploit. HPI, haut potentiel intellectuel. Il y a plein de noms, on les appelle des EPS, on aime bien en faire des animaux, faites ce que vous voulez. Doué, surdoué, en fait, on s'en fout. C'est exactement la même chose pour décrire le même phénomène. C'est-à-dire que ça se place là, dans les sphères cognitives, on en a parlé là tout le temps. Ok. Et ça veut dire que la personne a ce qu'on appelle une atypie développementale. Quand on prend la courbe de Gauss, on a la majorité des gens au milieu. À 70 et moins, on parle de handicap mental, atypie développementale. À 130 et plus, on parle de haut potentiel intellectuel, ZEB, blablabla. Atypie développementale. Ok? Donc ça, c'est déjà important de le poser. Atypie développementale, déjà ça pose que, ça veut dire que là, cognitivement, ça ne marche pas pareil que les autres. Voilà, déjà de base, on pose ça. Cette atypie développementale, elle vient se poser sur plusieurs choses. C'est-à-dire que toutes les compétences cognitives fonctionnent différemment de la majorité des gens. On entend des grosses bêtises. On dit, ouais, les HPI, ils pensent tous en arborescence. Non, Jeanne Pachin a dû se souvenir de vieux cours de psychologie il y a très longtemps. Elle s'est dit, c'est marrant, ces patients, ils fonctionnent comme mes modèles connexionnistes il y a longtemps, ils pensent en arborescence. Tout le monde pense en arborescence. Tout le monde. Donc la différence entre une personne qui a un fonctionnement intellectuel normal et une personne HPI qui a une atypie développementale, ça va être dans l'intensité de connexion et la simultanéité de connexion, de lien. Ok ? Donc ça, on va retrouver des spécificités chez les HPI dans le traitement de l'information. Ok ? Après, on a des HPI. HPI n'évite pas, c'est hyper important, d'avoir des maladies mentales. Parce que ça, j'entends que trop, genre, non mais en fait, je suis HPI, franchement, je pense que j'ai pas de problème, je suis pas très anxieux, mais ça fait partie du truc, parce que, non. Les études scientifiques le montrent, les HPI n'ont pas tous des troubles associés, et il y a plein d'HPI qui vont très bien.
Okay, sauf qu'eux, on ne les voit pas dans le cabinet, donc on s'en fout un peu. Donc nous, ce qui nous préoccupe, c'est ceux qui ne vont pas très bien. Donc les HPI peuvent avoir des troubles associés. Dans les HPI, on peut avoir de l'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, ça se place dans tout le corps, ok, et on pourrait parler d'hypersensorialité, c'est-à-dire qu'en fait, les 5 sens, eh bien, c'est comme s'il y avait des antennes un peu partout qui captaient les informations qui viennent du monde, qu'on appelle extéroceptives, et les informations qui viennent de l'intérieur, qu'on appelle interoceptives. Genre, par exemple, tout à l'heure, eh ben, j'avais très très fort, j'avais une grosse information interoceptive qui venait de l'intérieur. Et ça, ben, toutes ces informations, il faut bien comprendre que notre système nerveux, là, dans la colonne, ici, eh ben, il est sollicité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Or, ce système nerveux, ben, c'est quoi? C'est une régulation entre le système sympathique, parasympathique et vagal. Et ça veut dire que dans le corps d'une personne qui est hypersensible, eh bien, on a un dérèglement constant parce qu'il y a une surstimulation du sympathique. On a parlé du stress, hein, vous vous en souvenez? C'est le gros mal du siècle. Donc, apprendre à aider le corps à revenir en homéostasie. L'homéostasie, c'est un terme en bio qui consiste à créer un équilibre, sachant que l'équilibre n'est jamais constant. C'est toujours, comme la marche, une succession de déséquilibres, et finalement, on reste en équilibre. C'est pareil pour le système nerveux. Donc, j'en reviens à les hypersensibles. Eh bien, les hypersensibles, dans les hypersensibles, je peux avoir des personnes qui ne sont pas du tout HPI. Je peux avoir des personnes qui ont un handicap physique, je peux avoir des personnes qui ont, par exemple, un trouble autistique, ok, qui vont manifester de l'hypersensibilité. Et puis, effectivement, il y a aussi dedans des personnes qui ont un fonctionnement intellectuel normal et des HPI. Ça marche? Après, il y a les HPE, donc les hauts potentiels émotionnels. Pour l'instant, on va dire en science, on commence vachement à essayer à y aller parce qu'on a eu des fonctions depuis 15 ans d'intelligence artificielle qui s'est dit « Hey, ce serait cool quand même de s'occuper un peu des émotions ». Et donc, on commence à avoir plein d'études, on a des tests qui sortent pour commencer un petit peu à pouvoir le tester. Et le haut potentiel émotionnel, c'est quoi? Alors, ça se couple aussi avec de l'hypersensorialité, ça peut aller, d'accord? Mais dans le haut potentiel émotionnel, derrière, on va souvent parler de ce qui se passe dans ce dérèglement émotionnel, d'accord, d'intensité de manifestation émotionnelle, et Alexandre l'a très très bien expliqué tout à l'heure, d'accord, c'est réapprendre par les fonctions inhibitrices à basculer de ce cerveau-là à ici, d'accord. Et puis derrière, parce que sinon ce serait pas marrant, on va ajouter l'hyperempathie. Et l'hyperempathie, c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile. L'empathie, on en est tous plus ou moins pourvus si on n'a pas de trouble type, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'empathie, ça vient, Alexandre en parlerait mieux que moi, mais des neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est un truc trop génial. En fait, Rizzolatti, en 97, il a pris un singe, il a foutu un IRM, il a dit « Regarde une vidéo de singe ». Et là, incroyable, il voit que le cerveau du singe active les mêmes zones que si pour de vrai mangeait la banane. Je dis wow. Pendant 3 ans, il fait plein d'études sur les singes. En 2000, il dit hey, je vais faire pareil sur les humains. Il dit aux humains, levez le bras droit, levez le bras droit. Après, ils disent maintenant, tu vas simuler, tu vas imaginer que tu lèves le bras droit. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Ça active les mêmes zones du cerveau que si pour de vrai la personne le faisait. Là, ils se disent trop bien, ils font plein d'études. Conclusion. Eh bien, ça sert à plein de choses, les neurones miroirs. Comme nous sommes des animaux, eh bien, ça sert aux premiers apprentissages au niveau de l'imitation. Et ça veut dire que quand on voit une personne faire une action, et parfois éprouver l'émotion, eh bien, on active les mêmes zones que si pour de vrai, on le vivait. C'est classe. Mais aussi, si on s'imagine soi, donc je reprends les études de sophro, d'accord, qu'on a déposées tout à l'heure, on s'imagine faire une action, ou ressentir quelque chose, oh, on active les mêmes zones pour de vrai. C'est ça les neurones miroirs. Sauf que comme nous sommes des êtres déconnectés complètement de notre corps, il nous faut des études en neurofeedback pour se rendre compte que quand on active une pensée, c'est pas une abstraction. En fait, on active toute une chaîne neurochimique dans le corps. Donc, si pendant 20 minutes, j'active ma petite zone là, en haut, à gauche, de pensée positive, vraiment, je vais faire quoi? Eh bien, je vais me faire un bon shoot d'ocytocine, d'hysérotonine, du dopamine, et ça va faire du bien.
Si par contre je pense négative ou stressée, c'est clair, je me fais un bon shoot d'adrénaline et de cortisol. Ok, ça a un lien direct, ce n'est pas une abstraction. Donc l'hyper-empathie, c'est pareil, c'est pas facile à vivre avec et ça va demander d'apprendre tout ce qui a été posé ici, c'est-à-dire apprendre à inhiber. Ce qui marche très bien, c'est tout ce qui est méditation pleine conscience, apprendre à se décentrer, comme expliquait Alexandre, faire un pas de côté, respirer, prendre conscience que c'est pas soi qui est en train de souffrir, mais c'est l'autre. Voilà, c'est prendre toutes ces distances. Ok ? Une fois qu'on couple ça, bon bah pas de chance, il y en a, ils ont le combo gagnant, ils sont HPI, hypersensibles, hyper-émotifs, hyper-empathiques. Bon bah là, bon courage. Donc, grosso modo, c'est important d'être au clair là-dessus. Voilà, de comprendre pourquoi, parce que on ne va pas aider une personne hypersensible de la même manière qu'on allait aider une personne qui est hyper-empathique. On ne va pas travailler sur les mêmes choses. Voilà, donc ça c'est en bref, bien sûr on pourra en parler pendant très longtemps, mais je vais faire court parce que tout le monde est fatigué. Ensuite, on m'a dit, ce serait bien que tu parles aux parents. Parce que là, on a parlé des enfants, on vous a bien expliqué comment ça fonctionnait, les différents troubles, ce qu'il fallait mettre en place. Et moi, je suis psy, et j'accueille plein de parents qui viennent au cabinet. Et en fait, je me rends compte de quoi les parents, quand ils ont des enfants qui ont des troubles associés, pas tous, hein, non, pas ceux qui viennent de voir, ils sont HS, pas hypersensibles, mais HS genre plus d'énergie. Vraiment, zéro. D'accord ? Oh, incroyable. Et alors qu'est-ce qu'ils me disent tous ? Je viens pour mon enfant. Et moi quand je leur dis, mais vous, ah non, l'enfant avant, puis moi après. D'accord. Et puis ils reviennent, de plus en plus avec des cernes, comme ça, là. Et c'est compliqué. Donc je vais venir vous parler de ça. Alors vous avez entendu tout le monde, on est tous d'accord, tous les professionnels imposés, on ne culpabilise pas d'avoir ce que Winnicott appelait la haine dans le contre-transfert. Je pense qu'on a tous un peu vécu. C'est-à-dire, on a son gosse, on l'aime très fort, mais de temps en temps, on voit la fenêtre, on se dit « Oh !» Vous voyez, le fantasme, là. Bon, on a le fantasme. Bien sûr, on ne le fait pas, hein, d'accord ? Ça s'appelle la haine dans le contre-transfert. On les aime très fort, mais du coup, ça fait ça. Donc là, il y a effectivement des méthodes. On va aller voir la kinésio, on va faire la sophro. Je vais vous recommander tout ça. Mais pas que. Je vais vous recommander des choses, ça va un peu grincer, je crois que vous l'avez compris. Donc, première chose que je vais faire à tous les parents, et si j'avais eu le temps, je vous l'aurais fait faire, mais désolé, on n'a pas le temps, donc je vous fais version rapide, c'est d'abord, quel est votre niveau d'énergie ? Alors je dis aux parents, on dresse un tableau. Vous pouvez l'écrire vite fait comme ça vous faites à la maison. D'accord ? Le temps social. Dedans, on y inclut le travail, les potes, etc. Le temps famille. On y passe aussi la logistique, hein, pas que les bons moments le week-end dans la nature. Le temps du couple. Et le temps pour soi. Et puis vous checkez, vous remplissez, tiens, qu'est-ce que je fais, tatati, tatata. Une fois qu'on a rempli le tableau, et c'est là que ça grince, on va faire un joli camembert. Et on remplit le camembert des temps. Je suis sûre que vous êtes hyper étonnés. Quand je fais faire ça aux parents, ils font « Oh, mais en fait, je n'ai que presque 2% de temps pour moi. Oh, bah c'est étonnant ça, c'est incroyable. » Et après, on s'étonne qu'on est fatigué. Ok. Donc déjà, quand on pose ça, c'est exactement, on parlait de Filiosa qui parlait du masque à gaz. D'abord, il faut respirer, puis après s'occuper des enfants. Facile à dire, pas facile à faire. Masque à gaz, pardon. En fait, moi, je suis dyslexique. Et alors, à la fin de semaine, le vendredi, c'est mort. Mais alors, le vendredi, à 22h, vous m'avez perdu là. Donc, je vais dire plein de bêtises. Merci de me reprendre quand je dis ça. Ouais, c'était peut-être un lapsus révélateur finalement. Avec plein d'oxygène. Ok, donc ça, bon, ça c'est pour soi. Alors bien sûr, je vais vous dire la priorité, prenez soin de vous. Okay, donc tout le travail consiste à ouvrir des plages horaires pour vous. C'est obligé. Réapprendre à prendre soin. Réapprendre à vous en fait. Vous êtes qui, hein? Parce qu'à un moment donné, on s'est un peu oublié. On n'est que des mères, que des pères, que des éducateurs, que... Donc attendez pas la crise de milieu de vie pour commencer à vous occuper de vous. Parce que la crise de milieu de vie plus adolescence, moi c'est ma spécialité, ça fait mal.
Donc, faites-le avant, c'est plus sympa. Ça, c'est tout ce qui a été posé là. Donc, je ne vais pas refaire de blabla là-dessus, parce que vous avez déjà tout. Moi, ce qui m'intéresse, et on n'en parle jamais, parce que c'est méga tabou, c'est le couple. Alors, il y a des familles où il y a des parents qui sont tout seuls pour élever les enfants. Puis après, il y a des parents séparés. Puis il y a des couples qui sont là. Et là, ça grince. Parce que le couple, il en est où? Il y a le couple parental, solidaire, devant l'adversité et la complexité de leur enfant. Mais alors, dès qu'on parle du couple amoureux, du couple ami, du couple amant, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. C'est un peu niet, zéro. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de se dire, ah oui, ok, on s'est un petit peu perdu, et on va remettre un peu d'ordre là-dedans. Alors on va d'abord regarder notre environnement, qui peut prendre le relais pour garder mon gosse. Ah merde, il n'y a plus personne. Eh bien, on va refaire du lien, et surtout, on va se refaire soutenir. Puis, je vous oblige, tous les parents qui sont en couple, vous ouvrez votre agenda demain matin. Et c'est facile de prendre des rendez-vous pour votre gosse, vous savez faire, hein, kiné, machin, bidule, tout ça, pas de souci. Prenez votre agenda. Tous les 1 mois et demi, vous posez une soirée qui s'appelle soirée du couple. Tous les 1 mois et demi. D'accord? C'est fondamental. Au début, ça se fait généralement soirée pizza, devant un film, tout le monde dort parce que c'est trop fatigué. Ok? C'est ok avec ça. Après, au fur et à mesure, vous retrouverez de l'énergie. Réapprendre à dialoguer. Et puis, il y a aussi se faire soutenir en couple. Ne pas hésiter d'aller voir un psy. Parce que généralement, quand on a des gosses, même si on les adore, d'accord, mais qu'on est 10, on est éreinté, il se passe souvent que c'est quand même un des deux qui se tape plus que l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Rancœur, on en veut à l'autre. Et du coup, il y a moins de dialogue. Bref, c'est vraiment le bordel. Et ça, c'est tabou. On n'en parle jamais. Mais c'est la réalité de terrain. Et si les parents ils ne sont pas bien en eux et entre eux, enfin, c'est pas que tout ce qu'on a dit ne peut pas marcher. Ça va marcher, bien sûr. Mais dans quel état vous allez ressortir? Ok? C'est quand même chaud. Enfin, ok, on a aussi chouette de donner, mais il faut aussi recevoir. Donc réapprendre à recevoir. Et c'est pas vos enfants qui vont vous redonner. C'est rare qu'un enfant arrive en disant « Maman, papa, merci de faire tout ce que vous avez fait pour moi. » Non, 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 non. Et pourtant, ça ferait du bien, mais c'est pas le cas. Donc si vous n'apprenez pas dans le couple à remettre du dialogue, à vous reguérir là où vous vous êtes tous fait mal, parce que généralement, on se fait tous très, 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 très bien mal, ok, bah, ça va faire très mal. Et voilà, ça c'est l'essentiel. Le couple, prendre soin du couple, réapprendre à réinjecter des choses. Quand on est en couple parental et qu'on est séparé, et que, bah, si on est séparé, c'est peut-être pas pour rien, donc généralement le dialogue n'est pas très facile, c'est pareil. Ne pas hésiter à aller voir un médiateur ou une médiatrice, aller voir un psy qui va prendre le temps de recentrer le dialogue autour de l'enfant et la guidance parentale. C'est essentiel. Donc mon propos, il est celui-ci ce soir. Il est vraiment, bien sûr, de prendre soin de vous. Ça, c'est important. Donc dans l'agenda, c'est pareil. Vous bloquez des moments pour vous. C'est pas facile. Hein. On sait le faire pour les enfants, mais on ne sait pas le faire pour soi. Et vous allez réapprendre un temps essentiel qui n'a pas été nommé ici, mais que je vais nommer pour vous, qui s'appelle, entendez bien, le temps de régénération. Le temps de récupération. Pourquoi? Le stress, 3 temps. Simulation, réaction, et normalement, temps de régénération. Et tout le monde l'a oublié. Notre société, tout le monde. Nous, en tant que parents, pareil. Or, regardez, les animaux, ils sont trop forts. On va prendre un chat, c'est plus marrant parce que c'est plus accessible. Un chat qui chasse une souris. C'est de l'effort, hein. Je veux dire, il y va, il fait, et généralement, il s'assoupit à côté de la souris. Parce que c'est fatigant quand même, de manger, de digérer. Alors, il va d'abord se régénérer. Vous le faites, vous? Je crois pas, non. Ok? Sauf que si vous ne vous régénérez pas, d'après vous,
Vous croyez que votre corps, il se régénère comme ça? Certainement pas. Vous êtes en train d'appliquer la même chose que ce que nous, on fait en tant qu'humains, ça c'est ma deuxième spécialité, l'éco-psychologie, à la Terre. Vous êtes dans l'illusion de croire que les ressources d'énergie sont illimitées et renouvelables à souhait. Vous abandonnez ça dans votre tête tout de suite. C'est une connerie. D'ailleurs, on fera l'état de la Terre. Ben, c'est pareil pour l'état de vos corps. Vous ne vous régénérez pas. Ça ne va pas se faire par le Saint-Esprit. Ça va se faire parce que vous allez vous accorder du temps à respirer, à aller vous balader dans la nature pour respirer les bons phytoncides qui sont ces molécules produites par les arbres. Vous allez faire de la sophrologie, vous allez dormir. Ok? Et ça, il n'y a que vous, pour vous-même, qu'allez vous l'offrir. Donc dans le couple, c'est aussi un dialogue. C'est des espaces. Moi, je vais loin dans le couple. D'accord? Il y a des couples avec des gamins qui ont des troubles oppositionnels du comportement. Les parents n'en peuvent plus. Je dis aux parents, franchement, enfin, là, vous êtes à 2 doigts de vous séparer. On est d'accord? Bon. En séparant, vous serez obligé de prendre un studio. Ok? Et bien alors, franchement, prenez un studio. Non, mais c'est vrai, il y a plein de parents que j'ai accompagnés à refaire complètement l'emploi du temps, à décloisonner nos limites débiles, là. Et prenez un studio, parce que c'est ce que vous ferez dans 6 mois, parce que vous en pourrez plus, d'accord? Ceux que vous aimez encore, peut-être il y a quelque chose à sauver. Et puis, toutes les 3 semaines, pendant 4 jours, il y en a un, une fois sur 2, qui fait une garde alternée du studio, il se casse là-bas. Oh, mais vous imaginez même pas comment c'est la fête. Parce que, on se le dit, quand on fait une garde alternée, bah c'est cool, parce que 1 semaine sur 2, on n'a pas le gosse, on se régénère, ok? Mais quand on est à 2, on ne se le fait pas. Donc à un moment donné, il faut décloisonner nos têtes. Alors, je sais que je suis un peu split, j'ai pas beaucoup de temps, donc c'est un peu radical peut-être ce que je dis. Mais voilà, je vois pas comment le dire autrement en fait. Donc, et ça c'est vraiment important en fait, de vous en tant que parent, de vous remuer. Enfin vraiment, c'est vous, c'est votre corps. Ok, vous l'adorez votre gosse, moi aussi j'adore la mienne, il n'y a pas de souci. Mais quand même, qu'est-ce que ça fait du bien de se faire du bien à soi? Personne ne le fera pour vous. Personne. C'est pas votre patron ou votre patronne, c'est pas votre conjoint ou votre conjoint, certainement pas votre gosse qui a un truc de l'attention qui dit maman, repose-toi, petite régénère. Non. Alors faites-le pour vous, et en plus vous allez montrer à votre enfant à quel point ce temps qui est l'oublié de notre société est essentiel. D'accord? Réinstaurer un dialogue dans le couple. N'hésitez pas à aller voir un psy. Ils ne sont pas tous chiants. Ok? Et ça va vous faire du bien. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment important pour vous. Voilà. J'ai terminé.